ce PowerPoint donc pour essayer d'expliquer en un schéma ce qui se passe dans la majorité des cas que nous avons rencontrés. Tout d'abord, le chaos dans la transmission. Alors on pourra en reparler tout à l'heure. Pourquoi ce chaos dans la transmission et quels sont les effets de ce chaos dans la transmission? Donc si on suit la définition à la fois de Pierre Legendre et à la fois celle que je vous ai donnée sur la question identitaire, on voit bien qu'il y a une nécessité que des courroies de transmission traversent et travaillent une subjectivité afin que celle-ci puisse se poser comme identité. Ce que nous observons chez ces personnes et dans les familles que nous rencontrons, c'est qu'il y a eu chaos dans cette transmission. Soit que ce chaos provienne, comme il a été dit ce matin, de ce vide, en fait, vous faisiez référence à Jean-François Mattei, en effet, et qui parlait du vide, et en effet, le sujet vide en Occident, bien sûr que la postmodernité amène à quelque chose de délitement dans ces courroies de transmission. Donc ça, on pourrait dire que c'est un facteur préalable, mais absolument pas ni nécessaire, nécessaire peut-être, mais absolument pas suffisant, bien sûr. Donc ça, c'est important de le dire. Dans les familles que nous rencontrons, le chaos dans la transmission peut venir aussi d'une forme de contradiction entre les cultures en présence. C'est-à-dire que dans par exemple, des familles issues, comme on dit, de la diversité, par exemple, c'est souvent le cas de jeunes gens que nous avons eus. Ces jeunes gens pouvaient être pris dans des doubles injonctions paradoxales, avec à la fois une demande d'inscription dans cette société et en même temps un discours qui, de près ou de loin, les travaillait comme opposant à l'inscription dans cette même société, notamment, je parlais tout à l'heure de la jeune femme, chez elle c'était quelque chose de tout à fait évident. De la double culture, des injonctions paradoxales, plusieurs formes qui conduisent au chaos, qui vont conduire à un moment donné à ce que nous appelons un vide identitaire qui confère à une difficulté de construction subjective. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ce vide-là, qui est extrêmement présent chez tous les jeunes que nous rencontrons, à la fois vide identitaire ou vide ou difficulté de la construction subjective, est extrêmement importante à comprendre par rapport à l'effet que cela va avoir sur un certain discours sur les blessures. Alors, je vais essayer d'expliquer et d'être clair par rapport à cela. Le schéma que vous avez en face de vous sur cette diapo est un schéma qui paraît un petit peu complexe comme ça et qui en réalité essaie d'expliquer dans les petits rectangles blancs, vous pouvez suivre la blessure, le préjudice, l'humiliation et le désir de revanche. Donc là, nous avons affaire à un processus qu'on pourrait dire psychologique et une tentative par ce processus de restaurer quelque chose qui fait face à ce vide identitaire. Sur la question de la blessure, je crois que c'est très important, y compris par rapport à ce qu'on a pu entendre ce matin, que les blessures qui sont énoncées sont des blessures qui peuvent être parfois réelles, c'est-à-dire que dans le discours d'un individu, il peut y avoir des blessures réelles et qui sont de nature extrêmement diverses. Les blessures peuvent être « mon père est parti quand j'étais enfant, mes parents ont divorcé, j'ai été maltraitée ». Donc les blessures sont des blessures, on va dire, individuelles, et celles-ci ne confèrent pas forcément un vide de l'identité, un vide de la subjectivité. Ça, c'est un premier plan. Ce que nous observons, et ça nous l'avons observé à partir du terrain, c'est-à-dire que, et souvent d'ailleurs on peut en avoir la preuve sur des jeunes que nous suivons depuis 1 an pratiquement, où au début d'une prise en charge, nous n'avons pas pu pointer de véritables blessures, mais au fur et à mesure que les séances se poursuivent et que les jeunes, malheureusement, alors c'est pas tout à fait une réussite, notre contre-radicalisation, se djihadisent encore davantage, on voit apparaître des blessures. Et ces blessures, elles sont énoncées à peu près toujours de la même manière et sur les mêmes thématiques. Ce qui nous fait dire qu'il y a
Le chaos dans la transmission conduit à pour effet un vide identitaire et un vide souvent subjectif qui laisse toute la place à certains discours pour venir montrer à quelqu'un, c'est-à-dire un jeune fragile, on va dire simplement, où sont ses blessures et quelle est la nature de ces blessures. C'est la raison pour laquelle ce qui nous frappait très fort au début, dans nos rencontres avec ces jeunes-là, c'était de voir combien le fait d'être blessé n'était pas habité, c'est-à-dire que par exemple, des jeunes nous parlaient de leurs blessures, par exemple des croisades. Donc on disait, oui d'accord, mais les croisades, ok, ça existait historiquement, mais toi tu es blessé par les croisades. On n'arrivait pas à entendre à quel endroit la personne subjectivement était touchée, blessée, et comment ça avait pu l'amener à justement une tentative de réparation. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, en plus de ça, par exemple, depuis les attentats, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus nous voir, et ces jeunes-là avaient tous le même discours. C'est-à-dire que, par exemple, globalement, schématiquement, mais c'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Bon, les attentats, c'est vrai, c'est triste, les gens sont morts, c'est vrai, c'est triste, mais, par exemple, entre guillemets, si j'ose dire, c'est notre guerre. Alors, on dit, mais de quelle blessure est-ce que vous parlez? Donc, il nous dit, alors là, il a enfilé comme ça, comme des perles, l'Algérie, l'Irak, la Syrie, la Palestine. Donc, la France et sa position en Algérie, en Irak, en Syrie et en Palestine. Alors, heureusement que ce jour-là, on avait le politologue avec nous, qui est arabisant, qui connaît très très bien évidemment la géopolitique et le monde arabe, et il a essayé de déconstruire avec lui quel lien il faisait entre la France et pourquoi il nous parlait de l'Algérie aujourd'hui, en lui rappelant que l'Algérie avait condamné les attentats, donc à quel endroit il mettait l'Algérie. Donc on voyait un télescopage des temps, on voyait une ignorance forte des questions politiques et géopolitiques. Et puis, par exemple, quand on est arrivé sur la question de la Palestine, et que notre mentor politologue lui demande quel rapport la France, là il a dit il faut que j'étudie. Voilà. Il savait pas répondre, mais pour lui c'était, et voilà. Et on l'a entendu plusieurs fois. À chaque fois qu'on entend plusieurs fois le même, on va dire, le même discours tout fait, on sait que ce sont des discours en soi qu'ils ont trouvé comme réponse toute faite par des réseaux internet, mais qui sont pas simplement des réseaux, comme disent les Anglais, c'est pas seulement social media, c'est aussi le network, c'est-à-dire le vrai réseau où des gens viennent leur parler, ce qu'ils appellent des savants, et viennent leur expliquer en fait la raison de telle ou telle chose, et ils s'en emparent très rapidement pour nous donner un discours très construit, mais absolument pas subjectivé. C'est ça qui nous a frappé dans un premier temps. Donc, si vous voulez, c'est là où on en est venu à dire des blessures, il y en a chez tout être humain, des blessures réelles, peut-être certains en ont vécu, par exemple les jeunes que nous rencontrons, certains jeunes auxquels nous pensons les plus durs d'entre eux, les plus djihadistes d'entre eux, ils appartiennent à un milieu moyen, ils sont tous scolarisés ou au travail, donc ce ne sont pas des désinsérés en fait de la société, et tous nous rajoutent à chaque séance des nouvelles blessures que nous finissons par appeler imaginées, non pas imaginaires, comme le disait Lacan, mais imaginées, c'est-à-dire qui vient crisper, rigidifier l'idée qu'en effet mes blessures sont plus importantes que celles des autres et que j'ai raison, donc à un moment donné, de transformer ces blessures en préjudice. Donc ça, c'est le deuxième temps en fait du processus psychologique, transformer ces blessures en préjudice, puis donc dans un préjudice, ça veut dire un sentiment que je vis une véritable injustice. Et à partir de là, effectivement, la question du sentiment d'humiliation, donc l'humiliation qui est très forte, alors souvent de la part des musulmans, nous sommes des musulmans et nous nous rangeons sous la bannière, nous on préfère dire du signifiant musulman plutôt que de la religion islamique. Alors après, l'islam va jouer son rôle là-dedans, mais nous nous rangeons sous la bannière
musulmans, et Fethi Benslama, avec lequel nous travaillons sur l'université Paris 7, nous dit même, il a donné une notion qui paraît extrêmement intéressante, du sur-musulman, c'est-à-dire plus musulman que le musulman. Hein. Comment ça passe et à quoi ça sert? Ça sert à résoudre la question de l'humiliation, du sentiment d'humiliation, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Omar Diaby, qui a recruté beaucoup de jeunes. C'était les premiers départs dans l'année 2013, fin d'année 2013, pour le compte d'Al-Nosra à l'époque, et non pas pour Daesh. Daesh c'est venu plus tard, en tout cas sur Nice. Pourtant, Omar Hussein et tous ceux qui sont partis pour son compte apparaissent sur le fond d'écran des jeunes, des quartiers ou pas quartiers d'ailleurs, hein, parce qu'après les milieux ne sont pas si étanches, hein, ils se rencontrent très vite, comme des figures héroïques qui incarnent effectivement ce rêve grandiose. Ce qui ne veut pas dire que tous les jeunes qui sont pris dans ce processus seront amenés à partir combattre pour Daesh, mais ce que nous savons, c'est qu'ils sont tous des combattants djihadistes. C'est-à-dire qu'ils sont tous en train de répandre le discours dont ils sont eux-mêmes porteurs et qui les a restaurés identitairement. Donc sur le plan psychologique, on part de blessures renforcées, imaginées et renforcées, et ces blessures transforment un sentiment de préjudice en un sentiment d'humiliation, un effacement d'humiliation par un désir de revanche. Si on arrive à faire ça, on a une personne mûre pour passer dans la catégorie djihadiste. Par quoi ça se fait? Alors là, on sort des catégories psychologiques, de processus psychologiques, de mouvements psychologiques, et on a déterminé qu'il y avait des vecteurs qui ne sont pas des processus psychologiques, mais qui sont, pour le coup, des idéologies, des discours idéologiques, sociopolitiques, non pas psychologiques cela, hein, mais discours idéologiques sociopolitiques. Ils sont au nombre de 5 et ils sont toujours présents. Dans tous les cas que nous avons rencontrés, d'ailleurs on a tiré ce schéma depuis notre terrain et depuis notre expertise de terrain. Tous ceux que nous avons rencontrés sont travaillés par ces 5 discours. Ces 5 discours sont opérationnels pour faire bouger de cases psychologiques. Donc c'est un montage extrêmement opérationnel, extrêmement efficace, malheureusement, et c'est à l'intérieur de ce montage que nous essayons d'intervenir. Alors rapidement, quels sont ces vecteurs et quels sont ces discours? Il y a un discours, alors vous voyez plein de flèches, on pourra l'expliquer peut-être tout à l'heure. On a un discours qui est extrêmement important, qui est très opérationnel pour faire changer de case, c'est le discours victimariste. Le victimarisme qui fait passer, qui dit, et c'est clair et net, voilà de quoi tu es victime. Et c'est comme ça que les jeunes nous racontent de plus en plus et sont de plus en plus persuadés que leurs blessures sont vraiment importantes et qu'il faut faire quelque chose. Donc tu es victime d'un complot, alors là vous allez trouver par exemple le complotisme, d'un complot anti-islam, c'est-à-dire que c'est ce que nous disait ce jeune en fait, quand il nous dit les musulmans ont toujours été maltraités, humiliés par la France depuis toujours, mais pas que la France, parce que quand on est arrivé sur la question de la Palestine, et qu'il ne savait pas bien nous dire pourquoi la France, il a quand même dit, il s'est rappelé sans doute d'un truc, il a dit oui, mais il y a aussi les États-Unis, donc l'Amérique, donc il avait en filigrane l'idée de ce fameux complot américano-sioniste, etc. Bon, l'impérialisme, on entend tous ces discours. Donc voilà quelle est la cause de ta souffrance, de ton malheur, de tes blessures. Voilà pourquoi tu es quelqu'un de dérisoire. Et toutes ces humiliations-là, on va te donner les moyens de t'en venger. C'est aujourd'hui que tu peux le faire en nous rejoignant, bien sûr, de préférence. Donc, entre, si vous voulez, le sentiment d'humiliation et le désir de revanche, il y a ce que nous avons appelé tout à l'heure,
dans votre communication, vous avez dit par rapport à cette personne que cela proposait des contenants de pensée symboliques, en fait, hein, ces rituels, l'exercice, en gros, de la loi, hein, de ce qu'on appellerait les préceptes, hein, la charia, etc. Nous avons beaucoup réfléchi sur la question des contenants de pensée. Nous sommes arrivés à dire que chez ces personnes et dans ce vide de subjectivité, dévidés de leur subjectivité de plus en plus, il n'y avait en effet pas de contenants de pensée et que ces contenants de pensée n'étaient pas restaurés, si vous voulez, par la religion, mais au contraire, on leur offrait un coffre de dogmatisme. C'est le cercueil dont parlait mon collègue Patrick Amoyel ce matin. Donc un coffre plus que des contenants, parce que dans l'idée de contenant, on a une idée de quelque chose qui contient, mais qui est suffisamment souple et symboligène. Alors que là, on a quelque chose qui fait coffrage, qui fait coffre, qui fait cercueil définitivement de dogmes. Alors, et les dogmes sont, nous l'entendons déjà, là nous apprenons beaucoup d'eux. Les dogmes sont d'abord les comportements. Donc, si tu as bien montré aux savants que tous tes comportements sont les bons, alors c'est ce que vous évoquez, hein, ne pas serrer la main à une femme, ne pas faire les 5 prières, etc., etc. Donc, les dogmes sont extrêmement nombreux. Les comportements de soumission, hein, dernièrement, dans notre dernière séance, un jeune nous parlait de comportement. Il a dit, moi, je n'ai pas encore tous les bons comportements. Et on lui a demandé en quoi. Il a dit, quand il s'est adressé aux savants, à l'homme de science, hein, il a osé émettre une petite critique parce qu'il ne parlait pas bien français. Il a dit, en plus, je crois que vous vous trompez, je crois. Et là, il s'en est pris plein la tête. Et on l'a renvoyé dans ses pénates en lui disant, tu n'as pas encore les bons comportements. Donc, si tu n'as pas les bons comportements, remets-toi sur toi à l'ouvrage, hein, tu vas revenir. Et puis, tu ne peux pas te prétendre de science si tu n'as pas tous les bons comportements. Donc, il travaille. On a vu le changement en 6 mois à avoir tous les bons comportements. C'est impressionnant. Effrayant, hein, en vérité. Et une fois que la science, il nous a bien expliqué qu'ensuite il y a la science, ensuite il y a les paroles, et ensuite il y a l'action. Hein? Donc, justement, hein, on se dit, on s'est posé cette question, est-ce que ça fait substitut à des contenants de pensée manquants? En fait, on répond, ça fait coffre et cercueil, et ça permet effectivement de passer l'humiliation au désir de revanche. Les autres discours qui sont donc le complotisme, le complot anti-islam, dont le plus grand des comploteurs, effectivement, Amélie nous en parlera tout à l'heure, c'est le complot américano-sioniste. Donc vous voyez la flèche antisémitisme qui est toujours présente dans les discours, toujours, hein, de manière vraiment... Voilà, j'ai terminé. Et puis si vous voulez, peut-être dans le débat, nous parlerons de discours qui sont, on va dire, dans le social, de manière dite ou diffuse, qui sont des discours qui travaillent ces populations et depuis de nombreuses années, qui sont des discours communautaristes, des discours identitaristes, c'est-à-dire le discours communautariste qui permet à quelqu'un de se ranger sous la bannière d'une identité. C'est l'histoire du surmusulman de Fethi Ben Slama. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on a un processus chez ces infradjihadistes qui est très opérationnel, que tant que nous les prenons, comme disait Patrick ce matin, très en amont et on a des cas de renversement, mais pour que ces cas de renversement existent, il faut les prendre en effet extrêmement en amont. Si vous voulez, dans le panel des jeunes que nous recevons et des familles, on voit bien qu'à partir d'un moment, et peut-être c'est les pointillés aussi, hein, qu'on voit là dans le schéma précédent, il y a quelque chose qui est de plus en plus difficile à traiter, et on pourra vous expliquer peut-être dans le parcours de certains jeunes vraiment très rigides et très djihadisés en vérité, hein, qui ont été arrêtés à l'aéroport, hein, c'est-à-dire qui étaient prêts à rejoindre Daesh, qu'il y a quelque chose véritablement qui nous paraît